Ça sent la chaux, les cendres froides et l'eau chaude des seaux renversés. Au carrefour, des panneaux interdisent les rassemblements, les boutiques sont fermées, les cloches sonnent les morts, et les hommes et les femmes adultes quittent Florence, emportant leurs coffres vers des endroits où l'air est plus sec et plus calme. On les traite de fugitifs, mais leur quotidien est régi par un ordre bien établi. Du pain, du feu et des heures strictement comptées pour raconter des histoires, comme s'il s'agissait d'un autre règlement sanitaire destiné à préserver la raison, alors que la ville sombre dans le chaos. Bonjour. Veuillez indiquer dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous nous regardez. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive. Vous trouverez ci-dessous une chronique factuelle sur la manière dont les textes, les index et les empreintes ont décomposé les mythes en détail et transformé le rire en un outil contrôlable. À Florence, en 1348, on trouve des registres de mortalité, des confessions retardées, des ordonnances de transfert des funérailles hors des murs. C'est dans ce contexte qu'est né un cycle de nouvelles où le désir n'est pas une liberté sauvage, mais une partie de l'arithmétique urbaine. Ici, les sommes matrimoniales sont fixées par un notaire, la dot est évaluée comme un capital de réputation, les serments scellent les transactions, et le corps devient un levier de statut et un objet de négociation entre le nom et le profit. Le rire ne vise pas le sacré, mais le masque, la fausseté du sacerdoce, la simulation de la piété, le prix de la parole. Le mythe de la pornographie de la peste aime mettre en avant des épisodes croustillants. Le document qui se trouve dans le bureau correspond à une liste de dettes, de contrats de mariage et d'amendes pour violation de l'isolement. Les cahiers manuscrits se dispersent dans les maisons et les cellules. Dans les marges, à côté d'histoires astucieuses, on trouve des notes sur les délais de paiement, la prise en charge des veuves, les risques pour la réputation. La ville fixe des règles pratiques. Les statuts interdisent les repas de groupe, les auberges éteignent leur lumière plus tôt, les paroisses avertissent des sanctions encourues pour la lecture à haute voix de histoires drôles. Ce n'est pas une chasse à la chair, c'est la peur de la foule où le rire sape la discipline en cette année de famine et de dette. C'est ainsi qu'apparaît la première fissure entre le mythe et le papier. La légende dépeint la débauche sur les os, tandis que le papier montre une satire sociale et une expérience morale sur le rôle du sacerdoce, du porte-monnaie et de la langue. Les premières ciseaux imprimés sont encore à venir, mais leur ombre est déjà visible. À la fin du XVe siècle, Venise et les villes toscanes apprennent aux imprimeurs à signer, à conserver des échantillons de police et à remettre les feuilles aux inspecteurs. Dans les magasins, ils exigent une autorisation de vente. Au siècle suivant, sous les papes Paul IV et Pie IV, les index introduiront les formules corrigées et avec permission, tandis que la Florence du duc transformera la prose toscane en modèle linguistique sous une surveillance discrète. Cependant, même avant ces sauts, la ligne à suivre est claire. La voix publique sera étouffée, mais pas la mémoire privée. Les ecclésiastiques raconteront des épisodes comme des exemples d'orgueil et de cupidité, les marchands comme des cas d'école sur le risque, les femmes issues de familles riches comme des consignes de sécurité pour la réputation. C'est ainsi que se préparent les prochains revirements. D'abord le couteau de la censure, puis le murmure des citations, puis le compromis pour les savants et à voix basse. Et tout cela sur fond de la même chaux et de la même comptabilité de la mort, où le désir est une variable de calcul et non une affiche pour la foule. Les cahiers manuscrits quittent les chambres de campagne pour les armoires urbaines sous clé, et avec eux s'en va l'habitude de garder l'alerte sous contrôle. Les copistes, des adultes aux yeux fatigués, ne notent pas dans les marges les détails croustillants, mais les calculent, où la dot est devenue un gage, où le serment s'est transformé en piège, où la dignité ecclésiastique a couvert une négociation grossière. Dans les inventaires urbains, à côté de la théologie,
apparaissent des notes sur l'accès à la prose populaire pour les savants, et dans les registres des amendes, une nouvelle ligne est ajoutée pour la lecture à haute voix en dehors des réunions autorisées. Le document ne montre pas une lutte contre la luxure, mais la crainte d'une foule bruyante qui, en période de famine, confond facilement le rire avec la permission de cracher sur l'ordre établi. C'est pourquoi les tavernes éteignent leur lumière plus tôt, interdisent les histoires drôles du soir, et les paroisses rappellent que la parole publique est désormais considérée comme un risque sanitaire. À la fin du XVe siècle, les ateliers vénitiens et toscans apposent les noms et les dates sur les titres, conservent des échantillons de police de caractère et remettent les feuilles pour vérification. L'imprimerie devient aussi comptable que le grenier à sel. Dans la vitrine, on trouve côte à côte des ouvrages didactiques, des traités juridiques et des récits sur les transactions et la fraude. Le marché se moque du contenu de la feuille tant qu'elle porte le droit de douane et le cachet. Dans la poche du surveillant se trouve un tableau pour un tirage anonyme, confiscation, pour une impression non autorisée, une saison sans presse, pour une lecture à haute voix, une amende au profit des infirmeries. Cette arithmétique ennuyeuse est plus facile à mémoriser que les leçons. Plus loin, la courbe prend son premier grand virage. À Rome, en 1559, on dresse une liste stricte des livres interdits, et en 1564, après les décisions du Concile, on propose un système assoupli mais uniforme, ne pas imprimer, ne pas vendre, ne pas conserver sans autorisation, et pour certains, corriger et autoriser. Dans la Florence ducale, les autorités, attachées à l'ordre et à la langue toscane, chargent un clerc érudit de préparer une édition castigée, supprimer les attaques directes contre le sacerdoce, atténuer les expressions grossières, conserver l'essentiel de l'accord, du statut et du discours. Les mentions « corrigées » et « avec autorisation » apparaissent sur le titre. La langue est remise en place, mais la trace du couteau reste dans les marges. Parallèlement, l'accès est formalisé. Dans les catalogues universitaires, la mention « pour les savants » est ajoutée en face du titre. Dans les armoires des monastères, le livre est suspendu à une chaîne et le bibliothécaire tient un journal. Qui l'a pris? Quand l'a-t-il rendu? La lecture publique dans les tavernes est interdite, mais les cours de rhétorique sont dispensés selon un horaire précis. Les épisodes y sont analysés comme des cas particuliers de discours, de droit et de commerce. Le rire est banni de la place publique, mais reste dans les cabinets comme un outil de reconnaissance des masques. Le mythe semble être une concession à la débauche, mais le document fixe un autre sens. Le transfert du bruit de la rue vers le silence de l'enseignement. Ni bûcher, ni spectacle. À leur place, des conséquences routinières et physiquement perceptibles. Un imprimeur pris en flagrant délit de liberté perd sa machine pour la saison et paie le lin et l'huile pour les infirmeries. Un typographe est envoyé aux travaux forcés. Un commerçant ferme ses volets jusqu'à la révision. Les abus de pouvoir sont également monnaie courante. Une maison influente tente de saisir un lot sous prétexte de purification afin d'étouffer un concurrent. Le Conseil constate le motif commercial, ordonne la restitution des livres après leur marquage et oblige les coupables à payer la réparation des cheminées des fours publics. Sur le papier, cela semble sec. Dans la vie, cela se traduit par de la suie grise sur les doigts et des courbatures dans le dos. Pendant ce temps, la mémoire privée survit discrètement à toutes les ciseaux. Les clercs adultes racontent ces épisodes dans leurs sermons comme des exemples d'orgueil et de cupidité, sans nommer l'auteur. Les enseignants les utilisent pour entraîner leurs élèves à argumenter. Les notaires apprennent à leurs élèves à repérer les ambiguïtés cachées dans les contrats. Les marchands les utilisent pour évaluer les risques. Les femmes, issues de familles riches, conservent les extraits manuscrits comme des consignes de sécurité pour leur nom. Exiger des témoins,
faire appel à un notaire, reconnaître la pression exercée par le pouvoir ecclésiastique. C'est ainsi que se produit le deuxième tournant, plus discret. Le livre perd de son volume, mais acquiert une force pratique. Tout cela se passe sur fond de la même chaux, sur les murs, et des mêmes colonnes de mortalité dans les registres paroissiaux. Le souvenir des épidémies rend la conversation sur le corps plus sérieuse. Les statuts des guildes précisent les règles applicables aux veuves et au remariage. Les bureaux d'état civil recalculent les dots. Les maisons de charité décrivent comment partager les biens des personnes décédées sans héritier. Et lorsqu'un nouveau pamphlet qualifie ces récits de pornographie de la peste, on trouve à côté des catalogues avec des mentions d'accès, des licences de magasins, des journaux d'inspecteurs et des devis d'hôpitaux. Ces feuilles arides l'emportent à nouveau sur les cris. Le rire reste là où il est utile à la ville, et l'interdiction là où elle préserve le silence. Dans la Florence ducale, le compromis est élevé au rang d'art. Les formules corrigées et avec autorisation apparaissent sur les pages de titres. Les imprimeries conservent des échantillons de police et des feuilles avec des filigranes afin que l'inspecteur puisse vérifier l'origine du tirage. La chancellerie de la cour de Cosme Ier de Médicis considère la langue comme un signe d'ordre. La prose populaire est autorisée, mais strictement contrôlée. Le texte complet est conservé dans les armoires des universités et des monastères, sous clé, avec la mention « pour les savants ». La lecture publique dans les tavernes est interdite, mais les cours de rhétorique, où le sujet est abordé comme un cas de figure de transaction et de statut, se multiplient dans les programmes des départements. Les inventaires montrent que les amendes pour lecture à haute voix servent à payer le lin et l'huile pour les infirmeries, et que les droits de douane sur les éditions expurgées servent à payer les salaires des inspecteurs. Il n'y a pas de théâtre ici, mais une comptabilité de contrôle. La surveillance fonctionne par la force plutôt que par la voix. Un imprimeur pris en flagrant délit de publication non autorisée perd sa presse pour la saison et transporte du bois pour les fours publics. Un typographe transporte des pierres sur un chantier, ses paumes se fissurent, un commerçant ferme ses volets jusqu'à la prochaine inspection. Il y a des tentatives d'abus de pouvoir. Une maison influente rachète un lot sous prétexte de nettoyage afin d'étouffer un concurrent. Le Conseil constate le motif commercial, ordonne la restitution des livres après leur marquage et oblige les coupables à payer la réparation des cheminées. Les comptes paroissiaux ne contiennent que des chiffres bruts qui ne reflètent pas les passions, mais montrent que le livre fait partie intégrante de l'économie, au même titre que le sel et le bois. Pendant ce temps, la mémoire des lecteurs adultes échappe aux ciseaux. Les ecclésiastiques transposent ces épisodes dans leurs sermons comme des mises en garde contre l'orgueil et la cupidité, sans nommer l'auteur. Les notaires donnent à leurs élèves des scènes comme exercice de reconnaissance des ambiguïtés dans les contrats. Les marchands s'entraînent au calcul sur des cas tirés de romans. Les femmes dans les maisons, aux lourds coffres de dot, conservent des extraits manuscrits comme des instructions de sécurité pour leur réputation, ou exiger des témoins, quand s'adresser à un notaire, comment reconnaître la pression exercée sous le couvert de la dignité ecclésiastique. Ainsi, l'interdiction se transforme en filtre d'utilité, le bruit est éliminé, le matériel pédagogique est conservé. L'index romain sous Paul IV et sa révision sous Pie IV encadrent les pratiques locales dans un cadre général. Ne pas imprimer ni vendre sans autorisation. Pour une partie, corriger et autoriser. Accès complet réservé aux érudits. Les universités sont les premières à s'adapter. Elles ont besoin d'une prose toscane exemplaire et elles la prennent à la lettre, pourvu qu'elle reste dans le manuel. Sur les fiches du catalogue, à côté du titre, elles inscrivent la date de vérification et la signature du bibliothécaire. Dans les registres d'accès, elles notent qui a emprunté l'ouvrage et pour quel cours. Plus l'espace est strict,
plus le bureau est silencieux et profond. Dans ce silence, le rire change de fonction. Il ne divertit plus la foule, il désarme le décor, où le pouvoir cache le profit et où la parole cache la tromperie. C'est précisément pour cette raison que le mythe de la pornographie de la peste ne tient pas ici. À côté de chaque murmure de scandale se trouve un document, une licence, une correction, un catalogue, un registre des amendes, et cet ensemble de papiers explique pourquoi le livre n'a pas été brûlé, mais intégré dans la discipline de la langue et du calcul. Au milieu du nouveau siècle, le compromis fonctionne, mais il est mis à mal par des vagues d'inquiétudes saisonnières. Dès que les prix du pain augmentent et que la contagion revient, des affiches contre les rires indécents apparaissent sur les places, les statuts des librairies renforcent les amendes pour lecture à haute voix et les inspecteurs multiplient leurs visites pour vérifier les filigranes et la taille des caractères. Les imprimeries vivent par cycle. Une semaine de composition, une semaine de vérification, puis le calme pendant une saison, si une feuille libre a été trouvée. Ces pauses constituent le prix à payer par la ville pour l'ordre. Le typographe s'écorche les doigts sur la pierre lors de travaux forcés. Le libraire gèle devant les volets fermés jusqu'à la révision. Le bibliothécaire inscrit les mêmes signatures dans le registre d'accès jusqu'à ce que sa main s'engourdisse. Le document ne réprimande pas, il constate. L'amende a été versée à l'infirmerie. La machine restera scellée jusqu'à telle date. L'accès à la version complète est confirmé par la signature du conservateur. À travers cette lourdeur, transparaît ce que l'interdiction ne peut éteindre, la mémoire. Les clercs adultes utilisent ces épisodes comme des mises en garde contre l'orgueil et la cupidité sans mentionner l'auteur. Les professeurs de rhétorique les présentent comme des cas particuliers de discours et de statut. Les notaires analysent en cours les passages où le contrat est ambigu. Les marchands écartent le risque à l'aide de schémas familiers. Les maîtresses de maison, aux lourds coffres de dot, conservent des extraits manuscrits comme instructions de sécurité pour leur nom. Exiger des témoins, appeler un notaire, ne pas céder à la pression dissimulée sous le couvert de la dignité. C'est ainsi que se forme un équilibre difficile. Le livre reste silencieux sur la place publique, mais parle dans les bureaux et sur les tables de cuisine, où l'on calcule les dépenses. En parallèle, le pouvoir tente de combler une autre lacune, le prestige. Dans les catalogues des bibliothèques, la mention « pour les scientifiques » est ajoutée à côté du titre. Les universités élargissent leurs cours d'analyse de la prose populaire afin que le rire se dissolve dans la grammaire et ne rassemble pas les foules. Les éditions complètes sont suspendues à des chaînes, les éditions épurées sont exposées dans les vitrines et 2 formules sont obligatoires sur la page de titre, une correction et une autorisation. Des cas d'abus apparaissent tout de même. Une maison influente rachète un lot sous prétexte de épuration afin de mettre la pression sur un concurrent. Le conseil constate le motif commercial et renvoie la pile saisie dans les magasins après l'avoir marquée, en imposant les frais de réparation des cheminées publiques aux initiateurs. Ces décisions n'ont rien de théâtral, mais elles envoient un signal clair. Le contrôle ne s'intéresse pas à l'imagination des autres, mais à la discipline du marché et au calme dans les rues. Le mythe, quant à lui, ne disparaît pas. Des brochures promettant de dénoncer la pornographie morale font leur apparition, ainsi que des tracts illustrés mêlant habilement allusion et panique. Leur vie est courte. À côté se trouvent des catalogues d'accès, des journaux d'inspecteurs, des registres de mariage avec des dots réduites, des devis d'hôpitaux, complétés par des amendes pour lecture à haute voix. Ces voisinages fonctionnent comme de l'eau froide. Le rire dans les nouvelles dévoile le décor des rôles et non la sainteté. Le corps dans les récits est un levier de risque pour le nom et non un spectacle pour la place publique. C'est pourquoi la machine administrative, même si elle renforce le contournement, laisse invariablement cette porte étroite pour les savants, sans voix, sous clé, avec une signature.
C'est par là que passe l'essentiel. L'habileté à déchiffrer les faiblesses du statut, du discours et des transactions, sans laquelle la ville s'aveuglerait plus vite que la fumée dans une cheminée. À la fin, la ville ne se retrouve pas avec une sensation, mais avec un régime bien établi. Le livre est classé par fonction, expurgé, dans le banc sous le sceau, complet, sur une chaîne avec la mention « Pour les scientifiques » et un journal d'accès. La lecture publique est interdite, les discussions en cabinet sont programmées à l'heure. Les inspecteurs font le tour des rangées, vérifient les filigranes, prélèvent des échantillons de police, enregistrent les lots. Les infirmeries reçoivent du lin et de l'huile en guise d'amende. Les imprimeries ont le droit de retourner à la machine après une saison d'inactivité. Les administrateurs ecclésiastiques maintiennent les frontières. Les récits sont utilisés dans les sermons comme mises en garde contre l'orgueil et la cupidité, sans mentionner l'auteur. Dans les écoles spirituelles, le livre est utilisé comme support d'analyse des tentations du statut et du langage. Les autorités civiles calculent les droits de douane et détiennent les clés des armoires. L'ordre a un prix et le silence aussi, et ces deux devises valent plus que la rhétorique. Dans la vie quotidienne, cela semble banal. Les lecteurs adultes ne se rendent pas sur la place publique, mais dans un bureau. Ils prennent un volume expurgé pour s'exercer à l'art oratoire ou demandent à avoir accès à la version complète pour l'étudier sous l'angle de la rhétorique et du droit. Les notaires apprennent à repérer les passages où le contrat se dissout sous le poids de l'ambiguïté. Les marchands écartent le risque en s'appuyant sur des schémas reconnaissables. Les ecclésiastiques s'entraînent à distinguer le masque du sacerdoce et la responsabilité réelle. Les femmes, qui protègent l'honneur des maisons avec de lourds coffres de dot, conservent de brefs extraits comme technique de sécurité pour leur nom. Exiger des témoins, appeler un notaire, ne pas céder à la pression dissimulée sous des paroles pieuses. Le désir cesse d'être une affiche, il devient une variable dans le calcul de la réputation et de la propriété. La mort ne disparaît pas. Elle est comptabilisée dans les registres paroissiaux et visible dans les décrets de quarantaine. C'est précisément à cause de sa proximité que le discours devient pragmatique et non plus poétique. Le mythe de la pornographie de la peste tente encore de revenir sous forme de brochures et de tracts contenant des images inquiétantes, mais à côté se trouvent des index avec des réserves sur les corrections, des catalogues avec des autorisations, des statuts de séries de livres, des journaux d'inspecteurs, des registres de mariage avec des montants de dot modifiés, des devis d'hôpitaux, complétés par des amendes pour lecture à haute voix. Ces papiers secs s'opposent mieux aux cris que n'importe quel bûcher. Ils montrent que le rire dans les nouvelles ne frappe pas le sacré, mais le décor des rôles, où le rang cache le profit et la parole la tromperie. C'est pourquoi le livre n'a pas été détruit ni transformé en talisman universel. Il a été intégré dans la discipline, de la langue, du marché, de la mémoire. Le choix a été fait par des mains humaines. Le scribe a préféré l'imprimerie au bûcher, le dirigeant, la licence à la flambée punitive, le clerc, la didactique à l'interdiction bruyante, l'imprimeur, la version castigée à la perte de la presse, le lecteur, l'analyse à la sensation bruyante. Le résultat n'est ni solennel ni sombre, mais stable. On peut lire, on ne peut pas séduire la foule, conserver, sous clé, discuter, dans l'auditorium, citer, comme un outil. Dans le dernier plan, ce n'est ni un bûcher, ni un festin, mais une armoire à chaînes, une carte d'accès dans le catalogue, une table avec une lampe, où des adultes démêlent tranquillement le nœud du discours, du statut et de la transaction. Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont autrefois quitté Florence pour survivre. Leur programme de récit est devenu le langage dans lequel la ville a appris à parler du désir à côté de la mort, sans hystérie et sans masque. C'est là une conclusion honnête. Le mythe a cédé la place au document et le livre est resté
comme un moyen froid mais fiable de garder la tête hors de l'eau.